Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire Appel à projet. Aujourd'hui, on est dans un format qui est un peu différent des webinaires classiques. On va démarrer cette session par une présentation ou un rappel des processus de labellisation et d'accompagnement des projets par systématique. Nous aurons l'intervention de Marc Alocher, qui est expert industrie automobile et qui expertise des projets pour systématique et pour l'enjeu industrie et services. Il nous donnera son retour d'expérience et quelques pistes de recommandations sur les montages de projets. On aura aussi le témoignage de VitaDX avec Alan Rodriguez, qui va partager avec nous son expérience de coordinateur de projet. On aura par la suite Nathanaël Piré pour l'Alliance Industrie du Futur, qui nous présentera un appel franco-allemand. Et j'enchaînerai par la suite avec l'appel à projet de la région Île-de-France, le nouveau PME Jeune Pousse industriel, des appels sur l'IA et un focus sur les open calls européens. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite avec les processus de labellisation. Donc, Systématique en tant que pôle de compétitivité vous accompagne sur les montages de projets et aussi sur l'obtention des labellisations qui sont fortement recommandées dans le cadre de projets collaboratifs ou projets innovants monopartenaires. Cet accompagnement se passe en six étapes clés. Il faut penser à intégrer, à mettre dans la boucle les pôles le plus tôt possible, dès l'étape d'émergence de projet. Dès que vous avez une idée, il y a un dialogue qui s'établit entre le porteur et les équipes de systématique. Et en fonction des thématiques qui sont abordées dans le projet, à la fois sur le plan technologique, mais aussi sur la partie valorisation des résultats. Et c'est là où les enjeux interviennent en fonction si c'est un projet industriel, un projet qui sera valorisé sur un territoire, ou plutôt pour des applications dans des domaines comme la santé, par exemple. Donc, une fois qu'on identifie en interne les bons interlocuteurs, coordinateurs et comités de pilotage qui vont par la suite vous accompagner pendant toutes ces étapes-là. On va vous demander de nous communiquer une présentation qui nous permet de voir un peu la maturité de votre projet. Et des experts sont désignés le plus tôt possible dans ce processus et vont vous aider à la fois à mieux élaborer votre proposition de projet, à l'améliorer, toujours sous forme d'échanges, de recommandations. On va vous donner quelques pistes d'amélioration qui vont à la fois améliorer votre proposition, mais aussi augmenter vos chances par la suite de succès pour l'appel que vous visez. Donc, au sein de Systématique, c'est le bureau exécutif qui a la décision de labelliser, d'attribuer les labels au projet. Donc, les comités de pilotage, ils ont une délégation pour voir et expertiser les projets. Dans la majorité des cas, la décision formulée par le COPIL est entérinée par la suite par le BE, mais il arrive dans certains cas, après une présentation au BE, des questions un peu plus approfondies, les réponses sont pas toujours très matures et le label n'est pas attribué au final par le BE. Donc, il y a un retour après vers le hub ou l'enjeu qui a labellisé pour retravailler et proposer ultérieurement le projet pour le même appel ou un autre appel à projet. Donc, cette lettre de labellisation qu'on va vous remettre, c'est vous qui la déposez sur la plateforme dédiée au dépôt de projet et on va suivre par la suite toutes les étapes jusqu'à l'obtention des résultats et la mise en place et le lancement du projet.
Donc, ces slides résument ce que je viens d'expliquer à l'instant à l'oral. Donc, sur ces étapes-là, on va s'appuyer à la fois voilà, sur les documents techniques, annexes administratives, financières du projet que vous allez nous fournir. Et de notre côté, on a aussi l'expertise, elle se fait sur la base d'une grille qui reprend tous les critères d'éligibilité du projet et on doit s'assurer au moment où on vous attribue le label que votre projet aussi est éligible et respecte tous les critères de sélection qui sont dans le cahier de charge de l'appel à projet. Donc, je vous verrai voilà, sur les slides l'ensemble des éléments qui vous sont demandés pour assurer cet accompagnement. Aussi, en fait, l'accompagnement est complètement gratuit pour tous les membres de Systématique et c'est important au moment aussi du dépôt de s'assurer que les partenaires franciliens qui sont dans le projet s'engagent à poursuivre l'aventure avec le pôle en cas de succès du projet. Donc voilà en quelques mots, je reste à votre écoute. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser dans l'onglet questions, j'y répondrai. Pour vraiment bien dérouler ce processus de labellisation, il faut nous contacter le plus tôt possible et un mois avant la date de dépôt est vraiment l'idéal. Et je vais laisser la parole à Marc Allocher. Oui, bonjour à tous. Merci Soumaya de me passer la parole. Donc effectivement, j'interviens assez régulièrement pour expertiser les dossiers qui sont présentés. Ce qui est particulièrement intéressant et gratifiant, c'est qu'en fait, depuis quelques années, je dirais 2, 3, on voit de plus en plus en fait de véritables projets d'entrepreneuriat, c'est-à-dire qui vont largement au-delà de la déposition d'un projet concernant le développement d'une brique ou d'une plateforme technologique. Donc ça, c'est très bien parce que c'est effectivement les projets dont on a besoin pour revivifier l'industrie et les services. Mais du coup, ça m'amène à formuler trois préconisations ou trois recommandations. La première, elle concerne le bilan financier. Autant le bilan financier, je veux dire, de l'objet du projet lui-même est particulièrement bien décrit d'une manière générale, c'est parfois un peu plus difficile d'avoir une vision complète dans cette logique d'entrepreneuriat, c'est-à-dire le bilan financier complet du projet, de l'entreprise, voire des partenariats qui sont mis en œuvre dans ce cadre-là, et donc de s'assurer qu'il y a une véritable robustesse financière dans la durée du projet, et puis bien évidemment au-delà, pour pouvoir vendre les produits ou les services. La deuxième recommandation, elle concerne, je dirais, le plan de développement du projet, là encore, dans sa globalité. Bien évidemment, ce que l'on souhaite, c'est que le projet aille jusqu'au bout, atteigne ses objectifs. Ceci étant, il peut arriver qu'il n'aille pas complètement jusqu'au bout et que simplement certains objectifs soient atteints. Et la question qu'on se pose toujours, c'est si jamais effectivement le projet n'aboutit pas, quels sont les actifs, les acquis qui ont été développés et qui pourraient être réutilisés. Hein, donc ces acquis, ces actifs, ça peut être des prototypes, des brevets, des compétences et ainsi de suite. Et donc une préconisation très concrète pour répondre à cette question, parce que bien évidemment vous n'allez pas écrire noir sur blanc, si mon projet échoue, qu'est-ce qui va se passer? Donc de manière concrète, factuelle, pour rendre les choses compréhensibles, l'idée c'est dans le plan de développement du projet, finalement faire apparaître aux différentes étapes quels sont les que vous allez obtenir et comment vous allez pouvoir les utiliser. Hein, que ce soit, on va dire, verticalement dans la filière prévue initialement, ou en élargissant le scope et en ouvrant à d'autres cas d'application ou à d'autres industries ou services qui pourraient être intéressés. Comme ça, en lisant le dossier, on comprend bien effectivement, je dirais, les capacités de rebond, de pivot que vous pouvez avoir tout au long du projet si effectivement, malheureusement, celui-ci n'aboutissait pas. Et puis le dernier point concerne le système industriel, que ce soit dans sa composante logistique ou fabrication. C'est clairement un des points qui est le moins bien documenté généralement dans les projets. C'est aussi vraisemblablement le plus difficile. Donc là, je ne peux que vous encourager à véritablement mieux travailler l'aspect logistique, en particulier dans le contexte que l'on vit aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a une supply chain dans la profondeur? Comment est-ce qu'elle est résiliente?
comment est-ce qu'on est capable de s'adapter s'il y a effectivement des changements de fournisseurs et ainsi de suite. On voit beaucoup de supply chain qui vont en Asie du Sud-Est. La réponse étant c'est moins cher, c'est vraisemblablement moins cher, certainement un peu moins quand on prend l'ensemble des coûts complets avec la logistique et ainsi de suite. Et par contre, ce qui est souvent mésestimé, c'est la capacité que l'on a à rebondir en cas de défaillance de cette supply chain. Et donc, c'est clair qu'une supply chain localisée plus proche, ça donne beaucoup plus de réactivité, soit pour agir dans le cadre du développement du produit, de ses évolutions, de sa fabrication, et en même temps en termes de défaillance. Donc, vraiment bien travailler l'aspect logistique. Pareil sur l'aspect fabrication, on voit souvent des dossiers qui disent, bon, on est parti avec un spécialiste du produit qu'on veut fabriquer. Ceci étant, on aimerait bien passer dans notre propre fabrication parce qu'on aura beaucoup plus de souplesse, parce qu'on réduira nos coûts. C'est pas faux dans l'absolu. Et on comprend bien la difficulté qu'on peut avoir lorsqu'on a quelques dizaines ou quelques centaines de produits à fabriquer par an par rapport à un spécialiste qui est plutôt sur les ordres de grandeur de centaines de milliers, voire de millions. Ceci étant, là encore, bien comprendre quelle est la nature des problèmes qui vous amèneraient à changer ce site de fabrication, bien identifier les étapes qui permettraient de le faire de manière à avoir une évolution progressive et qui corresponde bien à une logique d'ajustement de votre performance, là encore, logistique et coût. Donc voilà, pour résumer, des projets toujours très intéressants, beaucoup plus d'entrepreneuriat et 3 recommandations fortes. La robustesse financière du dossier, un plan de développement plus détaillé qui permette de comprendre comment vous pouvez réutiliser effectivement les différents acquis au cours du projet, et puis je dirais vraiment une vision plus en profondeur sur le système industriel, que ce soit la logistique et la fabrication. Voilà pour cette présentation. Merci beaucoup, Marc, pour ce retour d'expérience sur les expertises de projet. Et on va poursuivre avec l'entreprise VitaDX. Et je vais laisser la parole à Alan Rodriguez pour un témoignage sur l'expérience d'accompagnement et de montage de projet. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Soumaya, merci à l'équipe de me permettre d'intervenir. Je vais vous donner quelques exemples de projets sur lesquels on a été mobilisé, de l'apport de la labellisation, et je ferai aussi un petit distinguo sur les facteurs clés de succès entre les projets monopartenaires et les projets collaboratifs, puisque la logique est un petit peu différente. Nous, on a eu l'opportunité d'être soutenus à différents niveaux, parfois sur les appels à projets nationaux, parfois européens et parfois régionaux. Typiquement, on a été lauréat d'Innove Pays Leader sur la partie Île-de-France, du concours Innove et également d'un certain nombre d'appels à projets régionaux sur la Bretagne. Le point sur lequel je voulais insister, pour les projets monopartenaires, le point clé qui est regardé par les différents auditeurs, en particulier BPI qui est évidemment très très souvent impliqué dans ces approches de sélection, c'est la cohérence du projet par rapport à la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que les financeurs et les structures qui vont nous auditer veulent faire attention que ça ne soit pas de la chasse à la subvention. C'est-à-dire que le projet paraisse évident par rapport à la stratégie initiale de l'entreprise. Donc, soit c'est votre projet cœur, et auquel cas ça doit s'intégrer dans une logique qui est naturelle, avec par exemple un phasage du projet où vous avez déjà avancé sur certains éléments et vous allez continuer de poursuivre vos développements, soit quand vous avez déjà un projet qui est existant avec un premier produit par exemple, il faut montrer la logique d'une éventuelle diversification et comment est-ce que ce nouveau projet va permettre de renforcer, on va dire, la stratégie de l'entreprise au global. C'est un point qui est très important et c'est pour ça que j'insiste un peu lourdement dessus, parce que les financeurs n'aiment pas voir de l'opportunisme pur et il faut que ça soit quand même dans une logique stratégique. Autre point sur lequel j'insisterai, il faut essayer de mettre en avant le fait que le projet que vous déposez est suffisamment stratégique pour que vous ayez la volonté de le faire quoi qu'il arrive, mais dans un temps qui serait peut-être secondaire. C'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'il y ait une incitativité de l'aide
Il ne faut pas que 100% du projet, que le projet soit seulement pertinent parce que vous allez aller chercher des subventions publiques. Et ça, c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Pour les projets collaboratifs, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail parce que c'est pas forcément évident, en particulier quand vous avez plusieurs partenaires industriels. Donc, quand vous avez en fait une structure publique et une structure privée, en général, la cohérence se fait relativement bien. Il y a des sujets autour de la propriété intellectuelle, mais ce sont des choses qui sont assez naturelles. C'est un petit peu plus compliqué en général quand il y a plusieurs partenaires industriels qui sont impliqués. Et comme vous le savez sûrement, certains appels à projets demandent ou recommandent fortement d'avoir deux industriels, deux structures industrielles en collaboration. Il peut y avoir en plus des structures publiques, et notamment dans le domaine d'activité des établissements de santé, mais on demande en général, en tout cas sur certains appels à projets, d'avoir deux partenaires industriels. Donc la recommandation principale que j'ai sur ce sujet-là, c'est qu'il faut y compris le chef de file, en fait, essaye de se mettre à la place de chacun des acteurs industriels qui sont présents autour de la table et se disent, est-ce que dans la présentation qui est faite, est-ce que si j'étais à la place du dirigeant de l'autre société, j'accepterais le projet? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que un des gros éléments qui est regardé par les financeurs et les structures qui vont participer à l'audit de votre dossier, c'est est-ce que ce projet crée de la valeur collective et aussi une valeur individuelle qui est équilibrée entre les différents partenaires. Vous pouvez en plus avoir parfois des grands groupes, des startups, des PME, des profils assez variés. Il faut qu'il y ait j'allais dire la perception, mais il faut qu'il y ait une réalité derrière, évidemment. Et il faut qu'il paraisse évident que chacun des acteurs a un intérêt individuel et collectif à faire le projet. Et ça, vous avez deux manières de réussir à dérouler les choses en ce sens. Premier élément, c'est que vous êtes sur une chaîne de valeur qui vous permet en fait d'aller appliquer on va dire les travaux communs par exemple, diversifier sur d'autres secteurs d'activité que celui que vous répondez ensemble. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple, qui va être un peu rattaché à mon activité. Si vous avez une solution, par exemple, qui intègre un logiciel et un matériel, que vous apportez le logiciel et que l'autre acteur apporte le matériel, il faut que les travaux communs puissent faire en sorte que le matériel qui va être, par exemple, développé puisse être utilisé sur d'autres pathologies, par exemple, d'autres indications, en tout cas avec une brique technologique qui apportera de la valeur durable à l'entreprise matérielle. Et du côté logiciel, il faudrait par exemple que vous soyez capable d'utiliser ce logiciel sur également d'autres indications. Donc ça, c'est un point important et c'est ce qui justifie que la propriété intellectuelle commune qui va pouvoir être potentiellement créée, elle puisse être valorisée par chacun des deux acteurs dans un cadre qui est défini. Je vous donne un deuxième exemple, qui est celui que nous, on a en ce moment même. On a déposé un projet dans lequel on a un partenaire industriel qui se trouve être un laboratoire d'analyse privé. Eh bien, il y a une priorité d'utilisation qui est donnée aux travaux communs. C'est-à-dire que le projet devient cohérent. Pourquoi? Parce que pour Vitalix, d'avoir en fait des médecins qui vont contribuer au projet, c'est absolument fondamental. Mais il faut qu'il y ait un intérêt pour eux et que ça soit pas perçu comme du social. L'intérêt pour eux, c'est que par exemple, ils auront un droit de priorité sur l'examen de la solution sur une zone géographique pour leur temps donné. Et si dans les résultats qui sont obtenus via le dépôt d'un brevet, ils auront un pourcentage de royalties, y compris dans l'exploitation de la solution, en dehors de leur laboratoire. Du coup, si vous voulez, il y a une création de valeur perçue et réelle qui est relativement cohérente. Donc ça, c'est un sujet, il faut vraiment se mettre autour de la table et assez tôt dans la discussion, parce que si le projet ne paraît pas cohérent en avance, soit ça se verra et donc vous ne serez pas financé, soit ça sera une source de conflit avec vos partenaires industriels en particulier. Je voulais maintenant revenir un petit peu sur le processus de labellisation et ça a déjà été évoqué par Soumaya. Donc, un premier élément qui est compliqué, c'est le timing. Pour pouvoir bénéficier d'une labellisation dans des conditions qui sont satisfaisantes, il faut essayer de s'y prendre en avance. Donc, je pense que la plupart des industriels qui seront présents vont dire comme moi qu'on n'a pas le temps, donc c'est compliqué. Mais effectivement, il faut que vous sachiez qu'en fait, les réunions de labellisation, les différents comités, en général, ils sont prévus à l'avance. Et donc, il y a un prévisionnel qui est fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous arrivez le matin que eux ils vont avoir un comité à la fin de la semaine, même si derrière vous aviez encore 15 jours pour déposer.
Donc, c'est assez important dès le moment de la réflexion vis-à-vis de ce projet, de faire en sorte de pouvoir anticiper les choses au maximum. Donc, c'est compliqué, mais il faut essayer au maximum parce que sinon, vous ne pourrez pas toujours être labellisé. Alors, j'ai un cas particulier en ce moment où c'est un appel à projet qui était très très court et donc typiquement, certains des pôles de compétitivité, et là on est nombre de 5 pôles de compétitivité en France, n'auront pas la capacité de nous labelliser parce que le timing est beaucoup trop juste entre le moment où en fait, on la sollicite et le moment où il faut rendre le dossier. Mais de manière générale, les appels à projets, vous avez quand même un peu de temps, donc il y a des exceptions. Mais dès que vous avez l'intention de répondre à un appel à projet, c'est bien de les solliciter. Pourquoi est-ce que ça a évidemment la valeur? Premièrement, ça vous impose une mobilisation autour du timing. Et certains d'entre vous font parfois attends moi et ils finissent le dossier le jour d'avant. C'est pas le cas idéal. Et par ailleurs, certains nombres d'appels à projets sont à mettre sur des plateformes qui parfois peuvent être saturées peu de temps avant le dépôt définitif. Donc, c'est un risque en fait que vous puissiez tout simplement pas déposer en l'heure. Et deuxièmement, ça vous entraîne à présenter le projet dans un cadre qui est en général une présentation orale qui est relativement courte. Si vous n'êtes pas clair à l'oral sur un délai court, il y a peu de probabilité que votre dossier soit clair. Donc, ça vous permet aussi de valider la cohérence du projet, notamment quand c'est un multipartenaire, de vérifier que l'ensemble du projet paraît naturel, stratégique et se positionne bien par rapport aux activités des différents acteurs. Ça vous entraîne à présenter correctement le projet et par ailleurs, vous avez un feedback détaillé sur les différents aspects de votre projet, que ce soit sur la présentation orale ou les éventuels documents afférents qui peuvent être des documents Word qui peuvent être assez significatifs et même sur les documents financiers. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager. Peut-être qu'il y aura des questions, Soumaya, et je suis évidemment à la disposition des personnes présentes pour vos questions. Merci beaucoup pour ce témoignage et vous pouvez poser votre question à Alan sur l'onglet questions et on va poursuivre. Merci pour cette intervention. On va poursuivre avec Nathanaël Pierret de l'Alliance Industrie du Futur. Je vous laisse la parole. Merci Soumaya. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nathanaël Pierret et je travaille pour l'Alliance Industrie du Futur, donc l'association française qui porte la filière des offreurs de solutions. Je suis actuellement chargé de projet Industrie du Futur et basé à Düsseldorf, en Allemagne. Et donc, j'aimerais vous présenter aujourd'hui un processus qu'on appelle les projets emblématiques en Allemagne. Donc, dans un premier temps, je vais peut-être rapidement vous rappeler ce qu'on entend par l'Alliance Industrie du Futur, et puis ensuite vous présenter le cœur de cet appel à candidature, appel à projet. Donc, l'Alliance Industrie du Futur, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a été créée en 2015 sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, ministre à l'époque de l'économie et de l'industrie. Et donc, l'idée de cette association, c'est de grouper ce qu'on appelle des offreurs de solutions, donc des acteurs qui peuvent offrir des solutions dans l'industrie du futur, des briques technologiques. Donc, on pense notamment à l'intelligence artificielle, la robotisation, la fabrication additive, impression 3D, la 5G industrielle, l'Internet des objets, toutes les thématiques technologiques qui peuvent rendre l'industrie plus durable, plus responsable, plus souveraine aussi. Donc, depuis 2021, l'Alliance Industrie du Futur, on porte ce qu'on appelle un contrat stratégique de filière qui vise avec l'État à organiser les différents travaux de notre filière et organiser des travaux d'intérêt pour toute la filière française. Donc, notre contrat stratégique de filière, il s'organise autour de quatre axes fortement orientés avec les politiques publiques, notamment France 2030, France Relance. Et l'axe qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est une des missions qu'on s'est donnée, qui est d'organiser, de fédérer et de faire connaître l'offre de solutions au niveau national et international. C'est l'idée de ma présence en Allemagne.
il faut savoir qu'en Allemagne, en fait, on a ce qu'on appelle un ambassadeur industrie du futur, donc qui est un industriel qui nous aide à promouvoir, à mettre en lumière et à valoriser l'offre française de l'industrie du futur sur le marché allemand. Donc, il a plusieurs missions, notamment amplifier les coopérations et nos échanges avec nos homologues allemands. Il a tout un travail aussi de pilotage et de connecter les différents acteurs dans des projets industrie du futur, notamment dans les data space, avec qui l'Alliance Industrie du futur travaille avec Systématique sur ces sujets, notamment de Gaia X, Manufacturing X, qui sont des sujets montants actuellement dans l'industrie. Et l'ambassadeur industrie du futur a aussi tout un travail de promouvoir, de catalyser l'industrie du futur et de soutenir les technologies françaises dans l'industrie du futur. Donc pour ça, on s'appuie sur tout l'écosystème public français, notamment Business France, BPI France, ce qu'on appelle la Team France Export. Donc maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. De quoi il s'agit, ces projets emblématiques en Allemagne? En une phrase, les projets emblématiques en Allemagne, c'est le label de promotion des partenariats d'excellence entre une entreprise française d'une part et une entreprise allemande d'autre part. L'idée pour vous, entreprise des projets emblématiques, c'est de mettre en avant, valoriser, mettre sur le devant de la scène, un projet dans l'industrie du futur que vous avez mené ou que vous menez avec un partenaire allemand. Donc les objectifs qu'on s'est donnés avec ce processus-là, c'est vraiment de promouvoir le développement industriel entre la France, l'Allemagne, dans l'industrie du futur, que les Allemands appellent Industrie 4.0. C'est globalement la même chose avec quelques différences, mais nous en France, on préfère parler d'industrie du futur. L'idée de ces projets emblématiques, c'est vraiment de mettre en lumière les Français et les Allemands dans l'industrie du futur, la mobilisation de technologies capacitantes. Et donc, in fine, c'est vraiment de renforcer la filière offreur de solutions et montrer les différentes innovations. Donc, à propos de ce processus, en fait, c'est vraiment à peu près similaire à ce qu'on appelle en France les vitrines industrie du futur. Donc, c'est un label qu'on donne à des projets franco-allemands et donc on communique ensuite sur ses réussites. C'est un projet qui est ouvert à tout type d'entreprise, de la start-up au grand groupe, à la PME, à l'ETI, qui est vraiment ouvert à tous, qui est gratuit et qui est vraiment gratuit et ouvert à tous. Et l'idée, c'est vraiment d'adresser un projet industrie du futur qui utilise une technologie industrie du futur et qui promeut une industrie sociale et durable. Donc là, j'ai donné un exemple. Par exemple, imaginez, vous êtes une PME française et vous avez disons, un logiciel, par exemple d'intelligence artificielle ou un logiciel appliqué, par exemple, à l'usinage, et vous travaillez avec un partenaire allemand. Et dans ce cas-là, votre projet pourrait tout à fait être projet emblématique. Euh, donc l'idée, en fait, c'est d'ici fin octobre, c'est de m'envoyer un formulaire de candidature que donc vous pouvez scanner le QR code qui vous donnera accès à un formulaire à me remplir euh, pour ensuite me faire parvenir un dossier de candidature suivant l'appel à candidature qui est aussi en lien avec ce formulaire-là. Donc l'idée ensuite, c'est d'ici novembre de présenter et d'annoncer les lauréats projets emblématiques et éventuellement, idéalement, d'organiser un événement de remise de trophées projet emblématique lors d'un salon allemand qu'on appelle SPS, donc qui a un salon phare et montant en Allemagne dans l'industrie du futur, industrie 4.0. Donc, vous pouvez voir à l'écran le calendrier. Je pense que les slides vous seront fournis à la suite de ce webinaire, il me semble. Donc, n'hésitez pas voilà, à postuler à ces projets emblématiques
qui est vraiment propulsé par notre ambassadeur industrie du futur, mais également des partenaires allemands, des partenaires français, l'écosystème français public, type Business France, les services économiques français sur place en Allemagne. N'hésitez pas à me contacter si vous avez aussi d'autres questions sur le scope de notre action sur le marché allemand. Je reste à votre disposition pour vous parler aussi de notre action sur le marché allemand et vous aider dans ce processus de candidature des projets emblématiques. Voici mes coordonnées si vous Merci beaucoup. souhaitez me contacter et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Nathanaël. Vous avez une question dans le chat. Je vous invite à y répondre dans l'onglet questions qui concerne les centres technologiques allemands. Fraunhofer, sont-ils reconnus comme des partenaires industriels pour ce type de projet emblématique? Très bien, je vais répondre par écrit. Merci en tout cas. Merci. Et on va poursuivre cette présentation autour de l'industrie du futur et de l'industrie avec un appel à projet de la région Île-de-France, le nouveau PME Jeune Pousse industriel. On vous a déjà présenté dans le cadre de ces webinaires-là un appel à projet, l'appel à projet première usine qui existe depuis maintenant un an ou deux. PME Jeune Pousse industriel, c'est un appel qui a beaucoup de points communs avec première usine, à quelques différences près en termes de budget, localisation bien sûr des entreprises. Je vais revenir plus en détail sur ces aspects-là dans cette présentation. Donc, PME Jeune Pousse industriel, c'est des projets qui vise à mettre en place un nouveau site industriel, une première usine avec des critères autour de la décarbonation, l'efficacité énergétique, économie circulaire, très au cœur du développement du projet. Donc, on attend dans le cadre de cet appel des projets de création de première unité de production industrielle ou de lignes pilotes avec une vision de commercialisation à court terme et aussi des projets de passage de l'échelle pilote vers l'échelle industrielle. Donc, ces projets s'adressent principalement aux PME, petites moyennes entreprises, à des associations aussi, mais qui ont une activité économique très marqué et bien expliqué dans le cadre du projet. Donc, définition de PME au sens européen, donc c'est moins de 250 salariés, chiffre d'affaires qui n'excède pas les 50 millions d'euros. Et un critère en plus, c'est d'avoir un site en Île-de-France ou projeté pour créer un site sur le territoire de la région francilienne. Les PME Jeunes Pousses industriels représentent une subvention qui est plafonnée à 1 million d'euros. Au total, le projet il peut faire jusqu'à 2 millions maximum et qui peuvent exceptionnellement aller à 1,2 million pour des projets sur des zones de reconquête économique. Donc, la subvention est plafonnée à 50% des dépenses éligibles et elle concerne les dépenses éligibles concernent tous les investissements, l'achat d'équipements, matériels, immatériels qui sont nécessaires à la mise en place de l'usine, l'accompagnement par un établissement externe pour la mise en place de ce projet, le recrutement de profils industriel pour la mise en place de ce projet-là et tous les aspects innovants autour de ce projet. Donc, un bâtiment décarboné, l'utilisation d'énergie respectueuse de l'environnement, tous ces aspects sont des critères sur lesquels les projets seront évaluer. Donc, si vous avez des questions sur Jeunes Pousses industriels, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. C'est un appel qui se clôture à la rentrée. Donc, vous avez encore le temps de proposer des projets. Et je laisse la parole à mon collègue Thierry Louvet pour l'Europe. Merci beaucoup, Soumaya. Donc Thierry Louvet, effectivement, donc responsable Europe internationale à Systématique.
Je vous propose très rapidement, parce que le temps nous est compté, de balayer quelques open calls qui sont encore ouverts en ce mois de juillet, et également avec une date de réponse début août. Je vais d'abord commencer par un rappel de ce qu'est le cascade funding ou financement en cascade. En fait, il s'agit tout simplement d'un mécanisme de redistribution donc des subventions européennes vers des startups, PME et ETI de l'Union européenne, voire de pays associés. Sachant que de ce mécanisme, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 70% du budget total d'un projet. Et ce mécanisme de redistribution, il se fait à travers ce qu'on appelle des open calls compétitifs, sous la forme de mini-grants, de mini-subventions, c'est-à-dire les montants sont évidemment beaucoup moindres que ceux des grands appels à projets Horizon Europe, mais ils restent quand même malgré tout intéressants. Et donc c'est soit de la subvention, soit sous forme de programmes d'accompagnement avec ce qu'on appelle des vouchers essentiellement. Systématique et partenaire de projets de ce type. Vous voyez les logos qui s'affichent sur cette planche. Donc, il y en a 5 actuellement, Reach, Security, EU Alliance, RIMA et Adma Transformers. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y aura un webinaire dédié à Transformers aujourd'hui, ce soir à 18h, dans le cadre du festival Sodiptech. Alors, je vais passer en revue, on a sélectionné donc quelques open calls donc, qui nous paraissaient intéressants parce que les dates butoirs sont proches. Il y en a 5 que je vais rapidement passer en revue. Le premier s'appelle Target X et il se clôt le 26 juillet. Et celui-là, il se caractérise en fait par l'idée, c'est de développer en fait de tester et développer des dispositifs 5G appliqués à un certain nombre de cas d'usage qui sont mentionnés sur cette slide, donc énergie, secteur automobile, construction, production et robotique, avec une subvention qui peut aller jusqu'à 120 kg par projet. Et l'intérêt aussi de ces open calls en général, et celui-là en particulier, c'est que vous pouvez candidater seul ou sous forme de consortium avec deux PME établis dans un État membre de l'UE ou un pays associé à Horizon Europe. Vous trouverez la liste de ces pays associés sur le site de la Commission européenne. Je n'ai pas le temps de le détailler ici. Et de préférence, ce consortium, il doit comprendre un fournisseur de technologie et un utilisateur final ou 2 utilisateurs finaux. Et voilà, donc ça c'est le premier qu'on souhaitait vous présenter. Et vous pouvez avoir plus d'informations déjà en allant sur le site du projet, donc Target X, ou en nous contactant si vous voulez en savoir plus. L'open call suivant s'appelle Ingenious. Donc cet open call là, lui, il s'inscrit dans une démarche qui est ce qu'on appelle au niveau de la Commission européenne la Twin Transition, donc c'est la transition numérique et verte. Notamment dans les industries qui sont fortement consommatrices d'énergie, avec une date butoir au 31 juillet, jusqu'à 180 kg par consortium, des consortia qui peuvent aller donc de 2 à 3 PME. Et donc l'idée, c'est d'associer en fait dans ces consortia des PME qui sont dans les industries fortement consommatrices d'énergie, et puis des PME, start-up, qui peuvent fournir des solutions numériques à ces industries pour les aider dans leur démarche de décarbonation, de contrôle, pour avoir un approvisionnement énergétique plus sûr et plus efficient, et de limiter plus globalement la dépendance énergétique de l'Union européenne. Donc, vous voyez là aussi un autre open call dans un domaine assez différent. Les 3 autres open calls que je vais rapidement balayer, en fait, ils s'inscrivent dans un programme plus large qui s'appelle NGI, ou Next Generation Internet. Et c'est un programme donc qui vise en fait à faire émerger les prochains logiciels innovants pour chercher, découvrir et exploiter les données et les ressources en général sur le web, avec une forte incitation à utiliser les technologies open source.
les technologies logicielles libres. Le premier, alors lui, en fait, il vise en fait NGI Sargasso, il vise en fait à renforcer la coopération et les partenariats entre l'Union européenne et le Canada et les USA pour ce qu'on appelle l'Internet nouvelle génération. Donc, il y a un certain nombre de challenges qui ont été identifiés, infrastructure, sécurité post-quantique, blockchain, gouvernance. Et donc, évidemment, comme son nom l'indique, l'idée, c'est de faciliter et de permettre de financer des projets avec des partenaires nord-américains. Là aussi, la date limite pour le dépôt du dossier, c'est le 31 juillet, avec une subvention maximale de 100 kg par bénéficiaire. Les deux autres appels à projets, toujours dans le cadre de Next Generation Internet. Le second s'appelle NGI Zero Core. Et lui, en fait, il vise plutôt la partie architecture de l'Internet, toujours dans une idée de le faire autour de licences open source, et de en fait permettre un usage plus ouvert de l'internet, mais aussi résistant aux menaces en termes de sécurité, plus économe en énergie, avec ce que les spécialistes appellent l'ossification d'internet. Donc là, on est sur une petite subvention, puisqu'elle peut aller de 5 000 à 50 000 euros. C'est quand on voit le descriptif de l'Open Call, il est assez large et assez ouvert à pas mal de propositions. Le dernier Open Call que je voulais vous présenter, il s'appelle Entrust, NGI Entrust, et lui, il est plutôt orienté sur les dimensions confiance et souveraineté, évidemment autour du RGPD, et là aussi toujours un fort focus sur la partie logiciel libre, donc promouvoir en fait les solutions, des solutions technologiques autour du logiciel libre, qui respectent évidemment le RGPD et le traitement des données personnelles sur Internet. Voilà ce que je voulais très rapidement vous présenter, et je cède la parole à mes collègues, et en particulier à mon collègue Johan. Merci pour votre attention. Bonjour, merci Thierry pour cette présentation sur les appels Cascade Funding. Et donc, je vous invite tous à vous inscrire pour justement le webinaire de 12h à 13h sur les Cascade Funding. Vous avez le lien dans le chat. Si vous en voulez en savoir encore plus, Thierry sera là à vos côtés. Donc, je suis responsable innovation et coordinateur du Hub Data Science et Artificial Intelligence. Et je vais vous parler justement des appels à projets en IA, parce qu'il y en a pas mal en ce moment. Et donc, c'est bien de savoir un peu jongler entre ces différents appels pour savoir lesquels peuvent être les plus intéressants pour les technos qu'on développe et les systèmes qu'on veut proposer. On vous les a rassemblés ici. Alors, on n'est pas exhaustif, hein, il y en a d'autres qui existent, mais on vous en a rassemblé quelques-uns ici qui sont, on va dire, les principaux, avec une petite flèche très subtile qui montre le côté croissant en taille et aussi relativement en TRL des appels. C'est pas tout à fait vrai, puisque le premier, c'est quand même un démonstrateur, donc avec un TRL élevé, mais là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter on va dire, des plus petits appels depuis donc démonstrateur d'IA Frugal au service de la transition écologique dans les territoires. Donc, c'est vraiment pouvoir faire un petit démonstrateur dans les 600 000 euros. On a ensuite un appel sur les briques technologiques qui est commun numérique pour l'IA générative, donc très dédié IA générative avec des projets de 1 à 20 millions d'euros. Ensuite, il y a un appel qu'on vous a déjà présenté il y a de nombreux mois, maturation technologique et démonstration de solutions d'IA embarquées, qui est en 2 volets. Je vais vous le représenter là de toute façon. On a un peu distingué les 2 volets parce qu'il y a un volet démonstration et un volet maturation. Donc, un volet maturation un petit peu plus amont avec des projets un peu plus gros et longs, et un projet démonstration, le volet B, et un volet A, pardon, avec
des projets collaboratifs sur la partie démo, mais je vous en reparlerai juste après. Et dans les bons gros appels à projets, maturation techno et démonstration de systèmes de confiance avec des briques d'intelligence artificielle qui se clôt le 7 septembre, où là, c'est un bon gros projet, un bon gros appel à projet intégratif. On intègre un gros système d'IA, et là, c'est du projet de 5 à 20 millions d'euros pour 24 à 36 mois. Donc, c'est ces projets-là que je vais vous détailler maintenant. Et je commence par celui qui est en 2 volets, A et B, maturation technologique et démonstration de solutions d'intelligence artificielle embarquées. Il se clôt le 5 octobre 2023. Il y aura une autre relève le 18 janvier. Il se compose de 2 volets pour justement financer l'intelligence artificielle embarquée. Un volet A, démonstration, et un volet B, maturation. C'est un peu 2 appels à projets en un. Donc je vous disais, ce volet A, démonstration, c'est la finalité du projet, c'est vraiment la démonstration d'une fonctionnalité d'IA embarquée au sein d'un système ou d'un produit final. On a une idée de vraiment l'utilisation du cas d'usage, et on a vraiment un démonstrateur à la fin. C'est un projet collaboratif, 4 millions d'euros, avec un TRL 6-8 en sortie. Deuxième volet, volet B, maturation. Là, on est un peu plus amont, c'est le développement d'architecture ou de plateformes hardware dédiées à l'accélération d'IA dans les systèmes embarqués. Ça peut être un projet monopartenaire ou collaboratif qui est proposé, avec un budget de 2 millions pour au moins 2 millions pour les projets monopartenaires et au moins 4 millions pour les projets collaboratifs. Et là, le TRL attendu, puisque c'est de la maturation, est évidemment plus bas, avec une cible supérieure ou égale à 5. Donc pour ce volet A, démonstration, donc on a des projets courts, hein, c'est de la démo, on va vite sur le marché, 2 à 3 ans. On fait un démonstrateur avec de l'IA au sein d'un système embarqué, et c'est dédié à un cas d'usage clairement identifié. On valide l'intégration grâce au projet, au projet dans le cadre de cet appel. Et l'idée, c'est de favoriser l'adoption de nouvelles technologies au sein des industries d'application. C'est vraiment, on adapte pour certaines industries. Des exemples de sujets qui sont indiqués dans le cahier des charges de cet appel à projet. L'intégration dans un système embarqué fonctionnel de composants hardware et d'outils logiciels innovants dédiés à la réalisation d'IA en local. L'optimisation de la puissance de calcul et de la conso énergétique de l'implémentation d'intelligence artificielle en embarqué. La mise en œuvre d'une IA fiable et explicable dans les systèmes embarqués critiques, tant au niveau du matériel que des logiciels, et donc à chaque fois adapté à un cas d'usage précis. Ça, c'était pour la partie démonstration. Et on a donc le deuxième volet qui est le volet maturation, où là, ça va être des projets plus longs, donc on l'a dit, 3 à 5 ans, avec validation de l'application en embarqué ou en périphérie, en edge, de modèles d'apprentissage machine sur des architectures matérielles particulièrement avancées. Ils citent notamment le neuromorphique, c'est d'ailleurs dans leurs exemples 2 sujets qui sont également indiqués dans le cahier des charges. Là, c'est des TRL plus bas, on peut aller travailler justement sur des architectures neuromorphiques, des plateformes matérielles dédiées qui comprennent processeurs, capteurs, ainsi que des méthodes d'intégration avancées. On peut proposer de la co-ingénierie, ça va intéresser nos amis du Hub Advanced Engineering and Computing. On va travailler l'efficacité énergétique avec des techniques innovantes, des systèmes d'accélération d'IA basés sur du hardware open source. Donc là, notre Hub open source peut être intéressé sur cette partie-là, et le hub optique peut être intéressé par la conception de composants optiques et de circuits intégrés photoniques dédiés pour, par exemple, réduire la latence dans les réseaux neuronaux profonds. Ça fait penser à certaines PME de chez nous. Pour cet appel, donc,
Les aides vont de 30 à 40% d'aides selon la taille de l'entreprise, avec une part subvention et une part avance récupérable, avec jusqu'à 60% de subvention pour la partie démonstration et jusqu'à 75% de subvention dans la partie maturation. Attention, les grandes entreprises, on attend une forte implication de leur part dans ces projets, donc elles ne s'impliquent pas pour moins de 500 000 € d'aide. Pour les académiques, on est classiquement dans du 50% des coûts complets ou 100% des coûts marginaux. Donc ça, je vais vous parler de l'appel à projet maturation pour l'IA embarquée. Il y a aussi donc maintenant maturation technologique et démonstration de systèmes de confiance intégrant des briques d'intelligence artificielle. Donc là, un autre appel à projet qui est complémentaire du précédent. C'est vraiment indiqué justement que les complémentarités de cet appel à projet par rapport à celui que je vous ai présenté avant, c'est vraiment indiqué dans le cahier des charges. Celui-là se clôt le 7 septembre. On n'a pas d'autre date pour l'instant. Donc, il faut y aller assez rapidement si vous êtes intéressé par cet appel. Là, c'est vraiment les gros projets intégratifs de 5 à 20 millions d'euros. L'idée, c'est de passer d'un TRL 4.6 à un TRL 6.8 dans un projet de 2 à 3 ans. J'insiste sur le projet intégratif. La priorité n'est pas le développement d'une ou de plusieurs technologies, mais c'est l'intégration à l'échelle du système d'un ensemble de technologies et l'ingénierie système nécessaire au développement du démonstrateur. C'est vraiment, on intègre. Et c'est d'ailleurs, dans le consortium, on invite l'intégrateur à être le porteur de ce projet. Le porteur du cas d'usage peut aussi être dans le projet d'ailleurs, évidemment ceux qui proposent les technos, bien sûr. Le porteur du cas d'usage peut être dans le projet, c'est bienvenu, mais ce n'est pas obligatoire. Au niveau du périmètre techno, quand même, parce que même si c'est de l'intégration, il y a quand même de la techno. Le périmètre donc, de cet appel, ça va concerner beaucoup l'électronique, les composants et les accélérateurs dédiés à l'IA, par exemple, l'informatique, collecte et stockage de données et connaissances pour l'intelligence artificielle, traitement de données, apprentissage automatique, les mathématiques avec les modèles d'analyse des données, et tout l'ensemble des approches nécessaires en termes d'ingénierie système et de sûreté de fonctionnement. Je réinsiste sur la partie intégrative, mais vous l'avez compris, c'est vraiment l'intégration qui est inclue. Une attention particulière sur le lien avec les standards et les normes génériques, notamment européennes et internationales. Donc, ne négligez pas cette partie. Au niveau des taux de subvention, je vous les ai indiqués ici, donc 50% des coûts complets, 100% des coûts marginaux pour les académiques de manière classique, et pour les entreprises, ça va de 25 à 70% de subvention selon si on est sur du développement expérimental ou de la recherche industrielle, même si dans ce type de projet, a priori, c'est plutôt de la recherche industrielle, donc plutôt les taux élevés. Et donc, ça sera plutôt entre 50 et 70% selon la taille de l'entreprise. Voilà donc pour ce deuxième appel. Je vous propose maintenant le troisième appel, là, qui va être sur une brique un peu plus précise de l'intelligence artificielle, commun numérique pour l'intelligence artificielle générative, qui se clôt le 24 octobre 2023, de projets de 1 à 20 millions, donc on a une bonne fourchette sur les projets, un TRL aussi de 6-8 ans en fin de projet, et là pour le coup des projets très courts, de 12-24 mois qui sont attendus. On veut vraiment rapidement des briques et des communs sur l'IA générative, qui est un sujet où il ne faut pas se laisser distancer, c'est pour ça qu'il y a cet appel qui est sorti. L'appel donc a vocation à soutenir des projets collaboratifs avec une double ambition, accélérer la création et la mise en accessibilité de communs numériques sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA générative, comme l'indique le titre, à condition que le caractère incitatif de l'aide publique soit justifié et avéré, bien sûr, et assurer une utilisation par le plus grand nombre du ou des communs numériques développés pour développer des produits ou services innovants. Donc on met des communs et on s'arrange pour qu'un maximum de personnes puissent les utiliser.
Les types de projets soutenus dans cet appel, ça va être des projets de justement mise en accessibilité de bases de données valorisant le patrimoine français, francophone et européen pour entraîner des IA génératives, des textes, des fréquences d'images, de signaux, d'images 3D, etc. On peut travailler aussi sur des gigamodèles génératifs pré-entraînés qui vont pouvoir être utilisés derrière dans tout un tas de use cases. Des gigamodèles génératifs adaptés justement à des cas d'usage métiers spécifiques avec quelque chose de très, très adapté et avec l'utilisateur derrière qui va pouvoir en bénéficier directement. Des API qui permettent des utilisations ciblées, on revient un peu au sujet juste avant, et aussi des outils d'évaluation des IA génératives pour pouvoir comparer un peu les résultats et les analyser. Je voulais justement, donc ça c'était l'appel commun numérique pour l'intelligence artificielle qui, je vous le rappelle, se clôt le 24 octobre prochain. N'hésitez pas à me contacter sur cet appel comme pour les autres. On a des membres de Systématique qui sont intéressés, qui cherchent des consortiums. Donc, contactez-moi si ça peut vous intéresser, un tel appel. Autre appel que j'ai mentionné, et je vais aller très vite parce qu'on est en retard, démonstrateur d'IA frugal au service de la transition écologique dans les territoires. Là, c'est un appel à projet plus petit, 1er décembre 2023, 3 ans, 600 000 €. Donc, c'est des projets, analyse et traitement de données liés à la transition écologique dans les territoires. C'est vraiment l'objectif de faire un démonstrateur territorial qui implique des utilisateurs, qui va être très intéressant à travailler avec les collectivités. Donc, faire usage d'une IA frugale en énergie et ou en données au service des défis et objectifs environnement des collectivités et des services publics. Le fait d'avoir les collectivités va permettre de valider en environnement réel ces technologies proposées par les acteurs émergents qui sont les membres de Systématique, par exemple. Et donc, l'idée, c'est d'être à la pointe de l'état de l'art. Donc, il y a aussi un travail éventuel sur les jeux d'apprentissage, les communs numériques. On rejoint l'appel précédent, mais là, on sera plus dans le dédié à la transition écologique, plus adapté à un besoin un peu spécifique. Donc voilà, je vous les ai remis là. Donc on est vraiment pour synthétiser sur cet appel que je viens de vous présenter, un petit appel démonstrateur d'IA frugal au service de la transition écologique dans les territoires, un domaine très, très adapté pour un petit projet de démonstrateur. Une brique IA générative avec les communs numériques, la partie maturation techno et démonstration de solutions d'IA embarquées avec un volet maturation et un volet démonstration, et le gros projet intégratif maturation techno et démonstration de systèmes de confiance avec briques d'intelligence artificielle. Donc pour tous ces appels, n'hésitez pas à me faire un mail en disant « nous, on est intéressés pour contribuer, mais on manque de partenaires. » J'ai déjà plusieurs membres qui sont dans ce cas-là. On essaie de leur trouver des partenaires. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça pourrait être vous. Et pour l'ensemble des projets, de toute façon, n'hésitez pas à nous contacter à dépôt.projet@systématique-paris-région.org. Soumaya a parlé donc de notre process de labellisation. Contactez-nous le plus tôt possible. C'est ce que j'ai retenu des différentes interventions. Donc l'accompagnement et les demandes de labellisation sont gratuites pour les membres de Systématique. Au niveau des renseignements un peu plus spécifiques sur les appels à projets, vous pouvez nous écrire à innovation@systématique Paris Région pour les appels français. Sinon, l'équipe Europe a une adresse europe@systématique-paris-région.org. Et je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire appel à projet. Vous avez bien noté qu'on a lancé 3 jours de webinaire en continu. Dans le chat, vous avez eu plein de liens vers d'autres appels. Donc là, tout de suite, vous avez le webinaire européen sur le Cascade Funding. Demain, nous avons le webinaire IA et Industrie. Comme on a pas mal parlé de l'IA et Industrie là, dans cet appel, dans ce webinaire, ça peut vous intéresser. Comment intégrer l'IA dans l'industrie avec Air Liquide, Thales, Diagrams Technologies,
qui viendront présenter leur cas d'usage et leur techno. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Normalement, vous avez mis le lien dans le chat. Et allez voir notre programme sur ces 3 jours. On a environ 1000 inscrits sur ces webinaires, donc on a beaucoup de monde. N'hésitez pas à aller voir et à ne pas louper. De toute façon, il y aura des replays, mais n'hésitez pas à y assister. Voilà, Soumaya, je te laisse Avant de la se parole. quitter, Oui. Avant de se quitter, Johan, il y a une question pour toi Ah, je l'avais concernant pas les vu. appels à projets sur l'IA. Oui, je m'en doutais. C'est sur de Laurent Bousquela concernant les appels à projets sur l'IA embarquée. Est-ce qu'il y a des projets avec un TRL inférieur à 5 en dehors de l'IA embarquée? Non, justement, les appels sont très... alors, évidemment, il y a des appels qui ont lieu, les appels ANR vont avoir des TRL plus bas. Là, il y en a un qui vient de se clore, mais il va y avoir l'ANR générique qui va se rouvrir. Donc là, il y aura moyen de financer des choses un peu plus amont. Dans ceux que j'ai présentés, il y a effectivement cette partie maturation techno et des mots de solutions d'IA embarqués où là, on peut financer du TRL un peu plus bas. Tous les autres sont vraiment plus orientés utilisation finale avec des TRL plus élevés. Il y avait le TSIA de l'ANR qui s'est clos il y a 1 mois, on risque d'avoir un appel un peu du même genre qui reviendra. Et sinon, ça va être l'appel à projet générique de l'ANR qui va ouvrir, je pense, d'ici 10 jours environ, avec j'attire votre attention, on en reparlera, je pense, en septembre, sur les appels à projets ANR, mais c'était un petit peu compliqué les financements il y a quelques années sur l'ANR, on avait un faible taux de sélection. Là, maintenant, les chiffres sont un peu meilleurs. C'est en 2 phases, 3 pages où on a une chance sur 2 d'être sélectionné pour resoumettre derrière un dossier. Et une fois qu'on a soumis le dossier, une chance sur 2 à nouveau d'être financé. Donc, on a plutôt un taux de sélection de 25% au final, ce qui est bien meilleur que les 10-15% qu'on avait il y a quelques années. Donc, n'hésitez pas à regarder cet appel à projet générique qui va tomber d'ici une dizaine de jours, je pense. Eh ben, merci à vous tous. Et si j'ai répondu à toutes les questions, je vous invite à assister à tous nos autres webinaires ou à une bonne partie. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.